Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dédiée au chapitre des séries de Fourier. Donc, on va revenir rapidement sur les définitions qui sont les définitions de la théorie de Fourier, les coefficients de Fourier, etc., de type exponentiel. On va aussi parler des théorèmes de convergence et du coup, en fait, aborder la principale difficulté de ce chapitre, qui est la notion de convergence, qui n'est pas la convergence la plus simple qu'il y a pour les fonctions, et qui va en fait qui fait tout l'intérêt, mais qui est aussi toute la difficulté du sujet. Voilà, donc commençons directement. Je vais introduire quelques notations. Comme d'habitude, les fonctions continues, on abrège par C0. On s'intéresse ici aux fonctions continues de pi périodiques. Et en fait, on prend plutôt les fonctions continues par morceaux. Donc, C0PM de pi périodique, ou C0PM de pi, on va dire directement, ce sera l'ensemble des fonctions, disons, définies sur R à valeur complexe, qui seront supposées continues par morceaux, et de pi périodique. Donc, en théorie de Fourier, on s'intéresse à cet espace vectoriel, cette algèbre de fonctions. Et l'espoir de la théorie est d'arriver à représenter une fonction continue par morceau de pi périodique le plus général possible, comme une combinaison linéaire infinie, une série infinie, de fonctions exponentielles, donc des fonctions EN, qu'on va introduire tout de suite. Donc notons pour tout n entier relatif et f une fonction continue par morceau de pi périodique. Notons Cn de f, son énième coefficient de Fourier, dont la définition est la suivante. C'est l'intégrale entre 0 et 2pi, la moyenne de f de t exponentielle moins int dt. Intégrale de fonctions continues par morceau, tout ça est bien défini. Ok. Donc, associé à notre fonction f, on a une suite de coefficients qui sont les coefficients de Fourier de la fonction. La fonction f. Alors disons un mot sur la définition de ces coefficients pour essayer de comprendre comment, de motiver déjà leur définition et de comprendre pourquoi ces coefficients vont nous permettre ou peuvent en tout cas nous faire espérer d'aboutir à des théorèmes de représentation affirmant par exemple qu'une fonction continue, suffisamment régulière de pi périodique s'écrit comme sa série de Fourier. Alors, pour ça, on va poser la définition suivante. On va définir un produit scalaire, ou plutôt un produit hermitien, sur l'espace vectoriel des fonctions continues par morceau de pi périodique, qui sera défini sur deux fonctions f et g, par la formule suivante. F scalaire g sera défini comme la moyenne de f de t, g bar de t, dt. Donc ceci définit une forme linéaire symétrique, hermitienne,
Donc crochet et C linéaire en la première variable. Par contre, C antilinéaire en la seconde. Cette forme hermitienne donc satisfait aussi d'être hermitienne, justement. Pour tout f et g, continu par morceau de pi périodique, on n'a que le produit scalaire ou le produit hermitien de fg coïncide avec le produit scalaire de gf complexe conjugué. Et c'est en ça que ça ressemble vraiment à un produit scalaire usuel. Pour toute fonction continue de pi périodique, continue par morceau de pi périodique, le produit scalaire de f contre lui-même, qui est noté norme de f de au carré, est égal à la moyenne quadratique de f entre 0 et 2π. Et en particulier, ceci définit un réel, et un réel strictement positif. Ok, donc on a rapidement introduit, sans vraiment trop d'explications pour l'instant, donc l'objet de base de la théorie, donc cet espace de fonctions, continu par morceau de pi périodique. On a défini dessus un produit hermitien, peut-être qu'on va dire plus précisément pour toute fonction non nulle, je devrais dire. On a défini dessus un produit hermitien. Alors, les propriétés que j'ai énoncées ici sont toutes simples à vérifier. Il suffit de les écrire. Il est évident que si je remplace f ici par f1 plus lambda f2 avec lambda 1 complexe, un nombre complexe, l'intégrale se décompose suivant cette somme et on obtient la linéarité en la première variable. De même, on obtient la C antilinéarité en la deuxième, tout simplement en écrivant la définition. Mais l'intérêt de ce produit scalaire, c'est de recadrer, en fait, de fournir un point de vue géométrique sur cet espace vectoriel de dimension infinie. Donc, et en particulier d'avoir une notion de longueur, à savoir la norme de f. Alors, venons-en à l'objectif des séries de Fourier. Et cet objectif n'est malheureusement pas toujours atteignable, mais on va voir dans la partie 2, dans les termes de convergence, des situations où l'objectif sera réalisé. Donc, comme je disais avant, l'objectif de cette théorie, ou un objectif, c'est de fournir des représentations de f comme combinaison linéaire infinie, entre guillemets, de fonctions plus simples. Alors, faisons juste un petit rappel. Si vous avez Rn muni de son produit scalaire usuel, et si vous avez un vecteur x dans Rn, et E1En, une base orthonormée de Rn, vous avez une représentation de x, une décomposition de x, comme la somme de certains coefficients xk portés par les vecteurs ek, les xk étant bien sûr les coefficients du vecteur x relativement à la base, qu'elle soit orthonormée ou non, E1En. Mais lorsque la base est orthonormée, ces coefficients, on les connaît. Ce sont en fait les produits scalaires de x contre les vecteurs ek. Alors on a le même genre de résultat si on travaille non pas dans Rn, mais dans Cn, qu'on prend non pas le produit scalaire de Rn, mais le produit hermitien. Usuel, donc je rappelle la définition,
le produit hermitien usuel de deux vecteurs x et y. Donc x, ce sera x1, xn. Et y, ce sera y1, yn. Produit hermitien usuel est défini quasiment comme le produit scalaire, comme la somme pour i allant de 1 à n, des xi, yi, sauf que on prend le complexe conjugué de y, i, et dans ce cas, on a le même genre de théorème, on obtient aussi, enfin, cette formule reste valable, condition de choisir E1, En, une base orthonormée de Rn, et x un vecteur de Cn. Ok, alors ça c'est une remarque très simple. Et on a envie en fait de généraliser cette proposition au cadre de dimension infinie fourni par les fonctions continues par morceaux de pi périodique. Alors pour ça, il faudrait une notion de base orthonormée, mais en fait, on n'aura pas de base orthonormée. On aura une notion plus faible. Donc on va noter pour tout entier naturel ou tout entier relatif n, En, ce sera la fonction continue par morceau, en fait carrément continue et aussi lisse que l'on veut, de pi périodique, définie par, quel que soit t réel, En de t sera l'exponentielle de int. Alors, donc, cette famille de vecteurs, ce sont des vecteurs dans l'espace hermitien des fonctions continues par morceau. Cette famille de vecteurs est une famille orthonormée. Donc, la famille En est une famille orthonormée dans l'espace hermitien des fonctions continues par morceau de pi périodique avec le produit scalaire introduit, enfin le produit hermitien, ce qui signifie donc que pour toute paire d'entiers, le produit scalaire ou le produit hermitien de En contre Em vaut le Kronecker de Nm, ce qui est une vérification très simple. Ceci, après tout, c'est la moyenne de En de t, Em de t bar dt, c'est-à-dire en revenant à la définition qu'on vient de donner, la moyenne de l'exponentielle int contre l'exponentielle de donc imt bar, c'est-à-dire exponentielle de moins imt. On regroupe les exponentielles. Ceci nous donne la moyenne on intègre ce truc. La seule subtilité, enfin, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est lorsque n-m est nul, c'est-à-dire lorsque n et m coïncident. On trouve dans tous les cas que ceci vaut 1 si n égale à m, parce que dans ce cas, on intègre la fonction constante égale à 1 sur un segment de longueur 2π, donc on obtient 2π, et le 1 sur 2π renormalise tout ça et nous fournit le 1. Et si n et m sont distincts, on obtient dans ce cas-là 1 sur exponentielle i n moins m t
entre 0 et 2π par 2π périodicité de l'exponentielle, 2i périodicité. Ceci donne 0, enfin c'est 1 moins 1 divisé par quelque chose. Et on a bien cette propriété comme quoi cette famille de vecteurs est une famille orthonormée. Alors, contrairement à ce qui se passait dans ce qu'on a décrit précédemment, en dimension finie, on a une famille orthonormée, cette fois infinie, et il est clair qu'une fonction continue par morceau de pi périodique, quelconque, ne s'écrira pas nécessairement comme une combinaison linéaire de ces fonctions exponentielles pures. Pour ça, on introduit une petite notation, ou une définition si on veut. Définition. Plutôt une définition. Les fonctions qui s'écrivent comme combinaison linéaire des fonctions en sont appelées polynômes trigonométriques. Donc on appelle polynôme trigonométrique toute fonction f de R dans C qui vivent dans le vecteur de la famille des En, c'est-à-dire, donc les combinaisons linéaires sont toujours finies, donc tel qu'il existe un entier n, et des coefficients a moins n, a0, a1, peut-être on va directement les appeler c, C grand N, nombre complexe, tel que f s'écrivent comme la somme de moins n à plus n des ck ek. Donc pour k bougeant de moins n à plus n. Donc ça, ce sont les fonctions pour lesquelles ce genre de représentation aurait un sens. Où on remplace le vecteur x par notre fonction f. Et en fait, en l'occurrence, rendons ça vraiment précis, cette égalité a bien lieu. Donc, remarque, si f est un polynôme trigonométrique, alors, donc, l'ensemble des entiers relatifs n, tels que le coefficient de Fourier de f, le nème coefficient de Fourier de f soit non nul, est fini, et f est bien égal à la somme pour k allant de, enfin, disons k éléments de z, on n'a pas besoin de se restreindre du coup, de ces coefficients de Fourier portés par les exponentielles ek. Alors ça, c'est le cas le plus simple, mais les séries de Fourier, ça intéresse surtout pour les fonctions qui ne... Enfin, c'est plus intéressant de... La vraie question, en fait, concerne les fonctions qui ne sont pas des polynômes trigonométriques, donc pas déjà représentées comme combinaison linéaire de fonctions exponentielles pures. Donc, notre but maintenant, le but de la théorie, c'est d'étendre ce type de représentation ou de décomposition à une classe plus large
de fonction continue de pi périodique continue par morceau de pi périodique. Manifestement, donc, on ne pourra pas espérer une représentation aussi simple comme une combinaisonnaire finie. Donc en fait, la théorie va être différente, plus compliquée. Ce seront des séries qui vont nous intéresser, d'où le nom d'ailleurs du chapitre, donc série de Fourier. Ce seront des séries, et la question principale concerne en fait la convergence. Donc posons la question principale, par analogie avec ce qui se passe en dimension finie. Donc, par analogie avec ce qui se passe en dimension finie, où, je rappelle, on avait réussi à décomposer un vecteur x quelconque comme suivant une base orthonormée, comme la somme des produits scalaires contre les vecteurs de la base orthonormée portés par les vecteurs de cette base orthonormée. Par analogie avec ce qui se passe en dimension finie, a-t-on, en un sens à préciser, que, disons pour tout f continue par morceau de pi périodique, une représentation de style f égale somme, cette fois indexée par les entiers, des coefficients de Fourier, donc, on va écrire comme ça, f en, en. Et donc, la remarque, je la refais si jamais je l'ai déjà faite, sinon il faut le faire un moment. Ceci étant exactement ce qu'on avait introduit au début comme le énième coefficient de Fourier. En regardant la définition, c'est évident. Ok, donc c'est ça la question principale à laquelle on essaie de répondre. A-t-on ce genre de représentation? Et si oui, en quel sens?